mercure monte insensiblement. Un ciel bleu sans nuages, du lever au couchant. Dans la broussaille, les cigales chantent depuis ton réveil, et tout dans l'air et sur terre célèbre l'apogée du soleil. Au bout de ton chemin, un homme encapuchonné t'attend, assis à l'ombre d'un olivier. Accorde-toi une halte, dépose ton sac, l'inconnu t'y invite. Rafraîchis-toi, voyageur, et prête l'oreille au conte du zénith. Qui perd, gagne. Le petit prince Ivan Alexandrovitch vint au monde le matin de Pâques dans un palais sombre et immense, tandis que sonnaient les cloches des 365 églises de l'ancienne capitale des Tsars. Toute la noblesse de la ville fêta, en même temps que la résurrection du Christ, la naissance de l'enfant qui serait un jour le plus riche de l'Empire. Des réjouissances publiques eurent lieu pour son baptême. Le prince, son père, y jeta l'or à pleines mains. La chambre de la princesse, sa mère, fut transformée en un jardin de fleurs, et pendant plus d'une semaine, le palais devint, des salons aux cuisines, un vaste lieu de plaisir où riches et pauvres purent aller boire, danser et s'amuser au son de 20 musiques, sans lasser la joie ni épuiser la bourse de ses propriétaires. Puis tout rentra dans l'ordre. L'enfant fut remis à une nourrice, puis à une gnagna dévouée, plus tard à un précepteur. Il grandit, apprit à lire, à écrire, à monter à cheval, à parler le français, à tenir une épée, à se montrer aimable auprès des dames. Enfin, il entra à l'école des cadets, fut nommé officier dans la garde impériale et n'eut plus qu'à savoir vider sans reprendre son souffle un flacon de vodka, fumer d'énormes cigares et jeter à l'occasion quelques usuriers par la fenêtre pour prendre rang parmi les gentilshommes les plus accomplis de la cour. Avec cela, Ivan Alexandrovitch possédait encore d'autres qualités. Le courage, la sincérité, la patience, la générosité, et même un petit goût pour le travail, saupoudré de cette jolie indifférence aux difficultés de la vie sans laquelle il n'est pas de prince véritable. Or, s'il se trouvait aussi largement comblé, c'est qu'au moment de sa naissance, les fées, effrayées, en entendant sonner tant de cloches à la fois, s'étaient sauvées dans la forêt voisine et, dans leur hâte, avaient vidé toutes ensemble dans le même berceau les dons réservés aux enfants de toute la semaine. Une seule était absente ce jour-là, celle qu'on appelle Félicité durable. Mais, comme elle est très sauvage et ne se montre presque jamais, personne n'y prit garde sur le moment. Des années encore passèrent. Les parents du jeune prince moururent l'un après l'autre, et Ivan Alexandrovitch entra en possession de leurs biens immenses. On le trouvait quelquefois dans l'antique maison de sa naissance où il aimait à donner des bals. Quelquefois dans son palais de marbre de l'autre capitale, jouant aux cartes avec des dames et des amis à qui il laissait gagner des montagnes de pièces d'or, ou
arrangeant ses volières remplies d'oiseaux rares de tous les pays du monde, ou encore conduisant à bride abattue sa haute calèche anglaise attelée de 6 chevaux pis les plus beaux de l'Empire. Parfois, il partait pour ces terres de l'Oural, suivi d'une gaie société, et s'en allait chasser l'ours dans ses forêts. Parfois, vous le rencontriez en Crimée, dans un château blanc et rose rempli de livres et de tableaux où il aimait à rêver, tandis que musiciens et danseuses le distrayaient de leur mieux. Car, en dépit de ses richesses, il lui arrivait souvent de s'ennuyer. Il bâillait alors à se décrocher la mâchoire, dormait, ou souhaitait quelque bonne catastrophe pour rendre la vie plus intéressante. Or, un beau jour, ou plutôt un vilain jour, la guerre fut déclarée. Une guerre lointaine et mauvaise. Toute la noblesse partit avec l'armée pour se battre à l'autre bout du monde. Naturellement, Ivan Alexandrovitch partit avec son régiment et l'on n'entendit plus parler de lui pendant 2 années. Mais lorsqu'il revint, couvert de blessures et de médailles, on le trouva tout semblable à ce qu'il avait été, toujours aussi aimable qu'autrefois, mais encore plus ennuyé, plus rêveur, comme ceux qui ont vu de près la mort et ont échangé avec elle quelques pensées dont ils n'aiment pas à parler. Cette année-là, lors de la grande revue du printemps, l'empereur lui dit « J'ai résolu, Ivan Alexandrovitch, de te faire colonel dans ma garde. »« Merci à votre majesté. »« Et comme il paraît que tu t'ennuies en ce bas monde, permets que je te donne un conseil. »« Merci à votre majesté. » Maintenant que tu as du plomb dans la carcasse, il est temps que tu t'en mettes un peu dans la cervelle. Merci à votre majesté. Marie-toi, Ivan Alexandrovitch. Choisis quelques belles et pauvres filles parmi nos dames d'honneur. Aie de beaux et braves enfants à qui je souhaite d'avance bonheur et prospérité. L'empereur donna une tape amicale sur l'épaule du prince et, suivi de tout son état-major, passa à l'officier voisin auquel il adressa les mêmes paroles, la même plaisanterie, donna la même tape sur l'épaule avant de continuer une inspection si hautement réconfortante. Mais Ivan Alexandrovitch ne se maria point. Il reprit son ancienne vie, remplit ses écuries de chevaux neufs, repeupla ses volières et, à l'occasion, retourna saluer l'ours dans ses forêts de l'Oural. Mais surtout, il se remit à bâiller. Ainsi passèrent d'autres années. Et de nouveau, il y eut la guerre. Mais une guerre bien plus terrible et plus longue que la précédente. Et après cette guerre, la Révolution. Des flammes s'élevèrent au-dessus de toutes les villes. Des gens furent tués par milliers. L'immense pays disparut longtemps derrière un voile impénétrable, jusqu'au jour où l'on apprit que l'Empire s'était effondré dans l'abîme. Alors, les routes se couvrirent de fuyards, qui emportaient les uns leurs hardes, les autres leurs bijoux, ceux-ci simplement leurs souvenirs ou leur tristesse. On les vit arriver un peu partout, au nord, au sud et à l'ouest, tels de pauvres oiseaux affolés par l'incendie qui ravage leurs forêts. C'est ainsi que parut une fois, sur notre petite place, un homme aux cheveux grisonnants et dont l'allure vaguement militaire, les vêtements ajustés et rapiécés, les bottes éculées, le teint hâlé,
trahissait un ancien soldat tombé dans la misère. Il resta longtemps à contempler le lac et les montagnes, assis sur un banc de la promenade, et il se proposait sans doute d'y passer la nuit, quand le gendarme s'avança pour lui demander ses papiers. L'étranger les tira de sa poche avec précaution et les tendit à l'uniforme. « Le prince Ivan Alexandrovitch, ancien commandant d'armée ?»« Pour vous servir, gendarme. »« Et d'où arrivez-vous en si bel équipage ?»« Du pays où le soleil se lève. »« Et où dirigez-vous vos pas ?»« Avec votre agrément, je compte rester ici. »« À l'auberge du Soleil d'Or, peut-être ?»« La belle étoile me suffit. »« Pour un général et un prince !»« Gendarme, j'ai fait 2 longues guerres et une révolution, et passé plus d'une nuit à l'enseigne de la Grande Ourse ou de la Voie lactée. Ce banc fera fort bien mon affaire. » Le cas étant insolite, le gendarme en référa au syndic, lequel courut chez le préfet, lequel interrogea les autorités de la ville et le général reçut, à titre exceptionnel, la permission de dormir une nuit sur le banc de la promenade. Le lendemain, il fut réveillé dès l'aube par la rosée, le chant du coq et la petite porteuse de pain de la boulangerie qui avait vu de loin briller la bague du dormeur au premier feu du soleil. Elle s'approcha, se pencha, sourit et dit « Elle est jolie ? Vous devriez bien m'en faire cadeau, car c'est justement demain ma fête. » « Quoi donc ?» demanda le général en bâillant suivant son habitude. « Qui est jolie ? Quel cadeau veux-tu que je t'offre ? » ?»« Votre bague, monsieur le vagabond. On croirait un diamant tant elle brille au soleil. Est-ce que cela convient à quelqu'un qui dort sur les bancs ?»« Ah, ma bague !» fit le général en la contemplant à son doigt d'un air songeur, car, depuis tant et tant d'années qu'elle s'y trouvait, il l'avait entièrement oubliée. « Par ma foi, tu as raison, fillette. Mais si je te la donne, que me donneras-tu en échange ? » ?»« Un pain, si vous voulez. Tenez, en voici un qui sort du four. Il est même encore bon chaud. Écoutez comme il craque. Vous allez le trouver délicieux. »« Eh bien, j'accepte. » dit le vagabond qui n'avait pas mangé depuis 2 jours, et il tendit sa main ouverte dans laquelle étincelait le bijou. Puis il se mit à dévorer sa miche à belles dents, tandis que la fillette passait à son doigt le diamant et remettait sa hotte sur son dos. Mais 1 heure plus tard, alors que l'étranger en était encore à admirer la campagne couverte de fleurs, les vieilles maisons bien propres du bourg et le lac et les montagnes, il vit revenir la petite fille tout en larmes, suivie de sa mère, la boulangère, qui paraissait furieuse. « Reprenez votre bague, monsieur l'étranger, » dit celle-ci, « et achetez-moi honnêtement le pain que vous a remis Marie-Lise. Celui que nous mangeons chez nous ne se paie point de cette manière. »« Eh, ma bonne dame !» fit le voyageur en retournant ses poches vides. « Chacun en ce monde paye avec ce qu'il possède. Je n'ai pas encore gagné l'argent de ma journée. Si vous ne voulez pas de ma bague, il vous faudra attendre à demain. »« J'attendrai, » reprit la boulangère, « et quoique nous ne soyons guère riches, on vous fera crédit. » Ivan Alexandrovitch reprit donc sa bague, la retourna en tous sens, fit briller ses facettes et s'en fut vers la ville qui était à 2 lieues de là. Une pensée venait de traverser son cerveau qui ne lui était encore jamais venue. Que la campagne lui sembla plaisante ce matin-là.
Les merles et les pinsons s'interpellaient d'une haie à l'autre. Les grillons remplissaient l'été de leur musique timide et insistante. Un épervier planait haut dans le ciel avant de se laisser choir comme une pierre sur l'imprudente souris. Des moissonneurs au torse nu et des moissonneuses en blouse claire levaient contre leurs chars des fourches lourdes d'épis. Toute cette richesse paisible rappelait aux promeneurs sa lointaine patrie, ses propriétés immenses, la steppe à perte de vue. Un bouleau, aux feuilles argentées et tremblantes, le fit penser au marais où il chassait la bécasse. Et la ligne noire des sapins, à l'horizon, lui remit en tête ces forêts de l'Oural, où son ami l'ours, dressé sur ses pattes de derrière, venait, la mine paterne, à sa rencontre. Arrivé en ville, Ivan Alexandrovitch fit le tour des rues principales et entra chez le grand bijoutier en face de la cathédrale. La bague fut examinée, démontée, pesée et calibrée. De longs conciliabules eurent lieu entre le commerçant et deux de ses confrères, accourus pour voir la merveille et questionner le vendeur. « Elle est bien à vous au moins, monsieur l'étranger !»« Depuis que Pierre le Grand la donna à mon aïeul Ivan le Fou, descendant de Rurik l'Invincible, elle n'a jamais quitté un doigt de ma famille, » dit le prince. « Mais personnellement, je ne fais pas grand cas de cette bagatelle. » Les trois bijoutiers s'inclinèrent avec un fin respect, et à eux trois offrirent du diamant historique une somme qu'ils qualifièrent de colossale, bien qu'elle ne montât qu'au quart de sa valeur réelle. Mais le prince accepta sans discuter, empocha sa petite fortune et retourna au bourg pour y passer la nuit et payer sa dette. Seulement cette fois, il s'installa au soleil d'or et fit chercher la petite porteuse de miche à qui il remit un écu neuf pour son pain et 2 autres pour sa fête. On vit bien alors qu'il était un prince véritable, et chacun s'empressa autour de lui car il déclara vouloir s'établir au pays. Il acheta donc à la lisière du Grand Bois une jolie maisonnette qu'il meubla d'objets indispensables au prince, tels qu'un grand lit de cuivre, une baignoire de marbre, des glaces de cristal de roche, un bahut richement sculpté, 2 beaux tableaux et un tapis de soie rouge ancien. Par exemple, il n'y avait qu'une seule table. Encore était-elle bancale, 2 ou 3 chaises fort dures, peu de casseroles à la cuisine et une vieille caisse à savon recouverte de papier en guise d'écritoire. Mais ce qui charmait le plus les curieux et les voisins, c'était la basse-cour, parce que le général n'y admit que des bêtes aux poils ou à plumes d'un blanc de neige. Poules, coqs, lapins, canards, chats, chiens, tout ce petit peuple était blanc. Blanc les dindons, blanc le cheval à l'écurie, blanc les 2 paons qui criaient « Léon, Léon !» toute la journée. Blanches les souris sous les planchers et blancs les pigeons qui roucoulaient sur le toit. Vous eussiez dit qu'un peu de neige russe voltigeait sur ce petit domaine d'un bout à l'autre de l'année. Sur quoi le général, étant arrivé au bout de son pécule, dut se mettre, pour se nourrir, à travailler son jardin. Seulement, s'il s'entendait à commander une armée, il ne savait comment s'y prendre pour aligner ses perches à haricots ou tailler sa vigne. Il piochait bien ses carrés de légumes, mais oubliait de les arroser. Il ignorait l'art de repiquer les salades et laissait monter ses oignons en graines.
Il semait à la mauvaise saison et s'étonnait de n'avoir point de récolte. Enfin, le pauvre général maudissait sa maladresse et songeait avec mélancolie au temps où il disposait de plus de 100 jardiniers dans son domaine de Crimée. Bientôt, il n'eut d'autres ressources que d'aller vendre œufs, poules et poussins au marché, car sa basse-cour prospérait, en dépit de ses soins. 2 fois par semaine, il attelait donc son cheval blanc et partait pour la ville, d'où il revenait le soir avec un peu d'argent et quelques provisions. Il faisait alors sa cuisine, soupait en compagnie des chats et du chien, et, une fois endormi, revoyait en rêve les fastueux plaisirs du prince qu'il avait été. Cependant, Marie-Lise et son oncle le cantonnier, qui se trouvait être le voisin du général, lui enseignèrent peu à peu les éléments du jardinage. Il apprit enfin à élever des choux et des rhubarbes, à distinguer les épinards de l'oseille et à tirer ses pommes de terre au bon moment. Lorsqu'il vit pousser ses fraises et qu'il put en vendre de plein panier au marché, sa joie fut si vive qu'il en oublia pour quelque temps les pyramides de caviar et les coupes d'ananas qui chargeaient autrefois sa table de boyard, sans qu'il eût jamais songé à s'enquérir de leur provenance. Il lui arrivait pourtant encore de s'éveiller au milieu de la nuit en brandissant un fouet imaginaire, tandis qu'il excitait de la voix son attelage d'étalons sibériens. Ou bien, il criait à tue-tête « Vive notre petit père le tsar !» Quand Marie-Lise, ou le syndic, ou le pasteur lui rendait visite, il parlait toujours de retourner là-bas, de lever un régiment à ses frais, de chasser l'usurpateur. Toutefois, son travail l'occupait tellement, il y avait tant de petites choses à faire à toutes les heures de la journée, tant de soins à donner aux bêtes et aux jardins, qu'il lui restait de moins en moins de temps pour bâtir ses châteaux en Russie. Seulement, lorsque fut instituée la fameuse loterie et qu'il devint possible, avec un écu de 5 francs, de gagner une fortune, le général ne manqua jamais d'acheter un billet. « Qui sait si ce n'est pas demain que je repartirai » s'écriait-il. « Demain, Marie-Lise, demain, je t'emmènerai chasser l'ours au fond de l'Oural. Tu verras. »« Oh, j'aurais beaucoup trop peur » répliquait la jeune fille, car elle était devenue entre-temps une grande et belle jeune fille. « Peur » reprenait le prince. « Mais tu seras monté sur un superbe cheval. 100 cavaliers te suivront pour te défendre. Je te donnerai un palais entouré d'un lac où nageront des cygnes bleus comme il n'en existe nulle part ailleurs. Demain peut-être, demain te dis-je. » Mais au prochain tirage, le général ne gagnait rien, ce qui ne l'empêchait point de se persuader que la fortune lui sourirait la fois suivante. Hélas, c'était encore la même chose, si bien que, de tirage en tirage, et de saison en saison, le général finit par oublier tout à fait ses châteaux, ses promesses et la loterie.